Les derniers sont en train de se connecter et donc nous allons pouvoir commencer. Quelques instants encore, je vois encore des connexions qui sont en train de se faire. Merci de votre patience en tout cas. Toujours ces 5 petites minutes de décalage. Pour rappel, en parlant de décalage, je vous rappelle que j'ai environ 30 secondes de décalage avec vous. Donc si vous posez une question sur le chat, n'hésitez pas à attendre quelques instants que nous puissions y répondre, soit en direct avec les interlocuteurs qui sont déjà présents, soit par oral via ce webinaire avec ce petit décalage comme à chaque fois. Parfait, eh bien il est 14h35, nous allons donc pouvoir commencer ce webinaire. Les suivants nous rattraperont en cours de route. Et avant tout, eh bien, je vous souhaite la bienvenue à cette formation en ligne. Comme je vous le disais, c'est déjà la cinquième formation qui est proposée, la cinquième semaine, sixième semaine de confinement pour certains, cinquième. Et donc aujourd'hui, nous allons traiter d'une thématique un peu particulière, puisque nous allons traiter de la thématique de la recherche vocale et de son impact sur le référencement naturel. Alors, vous allez me dire pourquoi cette thématique de la recherche vocale. Eh bien, tout simplement parce qu'une majorité d'entre nous sommes confinés, une majorité d'entre nous sommes à la maison, et on voit depuis maintenant 5 ans l'avènement des assistants personnels domestiques, les Google Home, les Alexa, les Siri avec par exemple le HomePod qui a été développé par Apple. Donc tous ces outils qui sont de plus en plus présents dans la maison, qui sont de plus en plus connectés, sont omniprésents, ils sont partout. Ils nous accompagnent à la fois sur notre smartphone, à la fois sur notre ordinateur. Ils viennent à travers des haut-parleurs qui sont disséminés un peu partout dans les foyers. Peut-être bientôt ils seront directement intégrés à notre électroménager. Qui sait, demain un frigo connecté avec Google Home déjà intégré pour vous prévenir de faire vos courses et que vous puissiez échanger avec votre frigo. Qui sait d'une machine à laver, qui sait d'une machine à café même, pourquoi pas. Et donc on se rend compte que eh bien, les assistants vocaux, l'intelligence artificielle liée à la dictée vocale est de plus en plus omniprésente aujourd'hui dans notre quotidien. Et bien sûr, les informations que cette dictée vocale, que cette recherche vocale va aller prendre, elle va les trouver tout simplement sur Internet. Qui dit Internet dit moteur de recherche, et donc dit moteur de recherche dit référencement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce sont les 3 points qu'on va essayer de voir ensemble et d'élaborer un peu ensemble. D'abord, refaire un point tout simplement sur eh bien, les moteurs de recherche de manière générale. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Qu'est-ce qu'une structure et une sémantique de recherche dans un moteur de recherche? On l'a déjà un peu évoqué dans nos anciens webinaires et on va en reparler aujourd'hui. On va s'intéresser ensuite de manière un peu plus généraliste à la recherche vocale, l'histoire de la recherche vocale, quels sont les usages aujourd'hui de la recherche vocale, et donc quels sont les impacts de cette recherche vocale sur notre référencement. Et maintenant qu'on comprendra sans doute mieux les impacts, et bien voir comment on peut optimiser sa présence, comment on peut optimiser son site internet pour être bien, tout simplement plus disponible, d'être mieux classé et donc de pouvoir apparaître ou en tout cas être entendu dans ces résultats de recherche qui sont liés bien sûr à la dictée vocale. Et donc sans plus attendre, le premier point que nous allons voir ensemble, eh bien, c'est tout simplement un point du référencement naturel, le point de base, si je peux dire ça comme ça, ce sont les moteurs de recherche. Ce sont des éléments, comme je vous l'ai dit, qu'on a déjà vu lors d'anciens webinaires, donc je vais essayer d'être focalisé sur la partie sémantique et la partie référencement pur, et ne pas être exhaustif sur comment bien se positionner dans un moteur de recherche. Pour ça, je vous invite à revoir nos anciens webinaires. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre eh bien, comment, avec une structure ou une sémantique, aujourd'hui, le moteur de recherche va essayer de positionner votre site dans les résultats de recherche. On va tout simplement partir de notre recherche. Ce sont les mots-clés que nous tapons. Lorsque vous êtes sur Google, je vous rappelle qu'aujourd'hui Google c'est plus de 90% des recherches qui sont effectuées en France en termes de moteur de recherche et d'utilisation de moteurs de recherche. J'ai tapé une requête simple, par exemple boulangerie Angers.
Eh bien, lorsque je tape cette phrase dans Google, Google va effectuer du coup ce qu'on appelle le référencement naturel des sites qui sont indexés dans sa base de données, c'est-à-dire qu'il va classer l'ensemble des sites qu'il a déjà indexés, qu'il a déjà dans sa base pour pouvoir vous proposer les meilleurs résultats. Mais on se rend compte que les meilleurs résultats, eh bien, ils ne sont pas tout de suite apparus sur la page. La première chose que je peux voir dans ce cas-là, par exemple, lorsque je tape boulangerie Angers dans mon moteur de recherche, c'est qu'il va d'abord me proposer de chercher au sein d'annuaires qu'il a indexé, page jaune, petit futé, TripAdvisor, une boulangerie. Et donc vous voyez que Petit Futé, TripAdvisor propose directement le lien des meilleures boulangeries à Angers, par exemple. Page jaune va quant à lui proposer un lien pour trouver les boulangeries à Angers. S'ensuit juste après la partie Google Maps et Google My Business. Les deux parties sont liées. En fait, la Google Map va permettre d'afficher les résultats du Google My Business. Et donc le Google My Business, ce sont tout simplement les commerçants qui ont déclaré leur Google My Business dans Google pour être visibles. Et je vois qu'il y a des avis qui sont laissés, je vois qu'il y a des étoiles, je vois qu'il y a des photos qui ont été ajoutées. Donc on voit bien que ces fiches Google My Business ont été pré-remplies par les commerçants. Mais pour le moment, sur cette première partie de la page de recherche, aucun lien de site internet, aucune position de référencement naturel n'apparaît, et cet élément-là, il sera important à prendre en compte pour plus tard, en particulier lorsque l'on veut se positionner correctement, et en tout cas être présent sur la recherche vocale. Donc on va descendre un peu plus sur la page, et quand je descends un peu plus sur la page, et bien là apparaît enfin mes résultats de positionnement et de référencement naturel, avec deux parties que l'on peut bien distinguer, une partie nationale généraliste et une partie locale spécialisée. C'est-à-dire que les premiers liens que je peux voir, page jaune, petit futé, TripAdvisor, ou même MyAngers Info, qui est un peu un entre-deux, qui est à la fois du local mais du généraliste, et bien tous ces premiers liens, en réalité, ce sont des liens qui sont des liens d'annuaire, qui sont des liens généralistes, qui vont regrouper plusieurs sous-liens. Mais par contre, les résultats réels de boulangerie directe pour pouvoir accéder au site des différents boulangers, eh bien, ils n'apparaissent que en 1, 2, 3, 4, 5 et 6e position, donc tout en bas en termes de lien de la page pour cette partie référencement naturel. Et donc c'est là, juste en tapant cette simple requête dans notre barre de recherche, boulangerie Angers, que l'on se rend compte que la concurrence est rude, puisque nous sommes à la fois en concurrence avec les annuaires nationaux, qui sont pré-indexés par Google, aussi les Google My Business, c'est les fiches qui ont été remplies par d'autres commerçants, les sites qui ont à vocation généraliste ou annuaire ou nationaux, et enfin les sites locaux et les sites réels des boulangeries. Une information importante qui est parfois méconnue, eh ben, c'est tout simplement que tous les résultats qui sont affichés dans Google, nationaux, locaux, eh bien vous ne pouvez pas contrôler si c'est national ou local que Google va choisir d'afficher par défaut. Je m'explique. En fait, Google va faire lui-même son propre choix lorsque vous tapez une requête dans son moteur de recherche, si les résultats qu'il va vous afficher vont être nationaux, généralistes, spécialisés ou locaux. Et vous n'avez aucune possibilité, je dis bien aucune, d'influencer sur le choix de Google à l'avance sur quel type de résultats vont être affichés. Vous ne pouvez que subir, entre guillemets, ce choix de Google, et donc ça va être à vous, lorsque vous allez avoir identifié des mots-clés sur lesquels vous voulez être positionné, et bien tout simplement de choisir que les mots-clés sont les bons mots-clés et de savoir si les mots-clés sont ceux qui sont en nationaux ou en locaux. Donc c'est encore un élément qu'il va falloir prendre en compte lors de nos référencements, c'est-à-dire que quand on va choisir des mots-clés, on va aussi eh bien, tout simplement regarder si ces fameux mots-clés proposent des résultats nationaux ou locaux. Donc tout ça c'est pour notre partie référencement. Et là, vous allez me dire, mais Maxime, dans ce cas-là, quelle est l'importance de notre position de référencement naturel pour notre sujet principal d'aujourd'hui, qui est la recherche vocale et la dictée vocale? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous effectuez une recherche ou une dictée vocale auprès de votre téléphone, pour pouvoir obtenir un résultat de recherche, votre intelligence qui va se trouver derrière le téléphone, derrière l'assistant domestique, il va essayer d'avoir une réponse rapide.
Et une réponse rapide, c'est forcément une réponse qui est bien positionnée. D'où l'importance de notre position dans les SERP, dans l'interface de référencement naturel, parce que plus notre position est importante, plus nous sommes le premier à fournir de l'information à cet assistant intelligent, plus nous avons de chances d'optimiser que ce que nous avons indiqué comme information soit choisi comme information qui va être redonnée à l'utilisateur de la dictée ou de la recherche vocale. D'où l'importance de bien être présent dans les top recherches et dans les top positions, en particulier pour cette notion de recherche vocale. Eh bien, je vais vous redonner quelques clés dont on a déjà parlé pour bien se positionner en termes de référencement naturel, et plus précisément vont être détaillées après lorsqu'on va parler de recherche vocale. Mais souvenez-vous qu'aujourd'hui dans Google, pour être bien positionné, le contenu est le plus important. Vous devez donner du contenu pertinent et original à Google pour être dans ces top positions. Vous devez avoir quelque chose de différenciant. Vous devez avoir de la valeur ajoutée dans les informations que vous fournissez à Google. Pour rappel, une bonne page, c'est-à-dire une page qui va être intelligente, une smart page comme on le dit, va correspondre à une seule sémantique. C'est-à-dire que je vais identifier un mot-clé ou un groupe de mots-clés qui va être le groupe ou le mot-clé que je vais choisir de détailler sur cette page, et je vais construire autour de ce mot-clé ou autour de ce groupe de mots-clés des textes qui sont cohérents, des textes qui sont pertinents et des textes qui sont originaux. Alors quand je dis original, je ne veux pas dire qu'il y ait un ton décalé, qu'il soit drôle, qu'il soit triste. Je ne vous demande pas de faire de la littérature. Par original, j'entends que ce ne soit pas une copie d'un texte déjà existant. Et je vais devoir broder autour de ce mot-clé ou de ce groupe de mots-clés du texte et du contenu pour pouvoir indiquer à Google, indiquer au moteur de recherche, voilà, cette page, elle concerne tel mot-clé, tel groupe de mots-clés qui est lié à mon activité. Et voilà tout ce que je peux en dire, et voilà tout ce que je peux apporter comme contenu et à ton savoir. Et si tu juges que ce savoir est pertinent, positionne-moi correctement. Et bien sûr, lorsque vous avez une activité, lorsque vous avez une entreprise, lorsque vous avez une société, lorsque vous avez une marque, ce contenu sémantique, il n'est pas unique. Vous n'allez pas avoir qu'une seule page sur laquelle vous allez avoir une seule sémantique. Il y a évidemment plusieurs types de sémantiques que vous allez sans doute avoir et des déclinaisons sémantiques parce que vous allez choisir un mot-clé et dans ce mot-clé-là, vous allez pouvoir le sortir de manière différente plusieurs fois. Eh bien, c'est là l'importance d'avoir une arborescence qui est cohérente et d'avoir une déclinaison sémantique qui est cohérente avec ce que vous souhaitez mettre en avant comme thématique. Je vous ai donné un exemple avec une page principale qui c'est la page de présentation globale de la société et de ses services. Et bien sur cette page globale, il va forcément y avoir plusieurs sous-sémantiques qui vont être induites lorsque je vais parler des différents services que je propose, lorsque je vais parler de l'histoire de la société, lorsque je vais parler de l'équipe, des associés. Eh bien je vais diviser ces sous-sémantiques en sémantiques singulières qui vont faire elles-mêmes l'objet de pages. Et dans ces pages-là, je vais évidemment pouvoir travailler encore des sous-sémantiques particulières, et ainsi de suite, sans tomber dans le piège de faire des arborescences à rallonge non plus, mais d'avoir des arborescences sur 1, 2, 3, 4 niveaux maximum. C'est très intéressant pour pouvoir travailler toute cette déclinaison sémantique, et donc de pouvoir travailler tous ces mots-clés que l'on va vouloir référencer dans Google et sur lesquels on va vouloir être positionné. Pour rappel, le but c'est d'arriver dans les premières pages et dans les premiers résultats de Google sur ces sémantiques, et on reviendra après sur les déclinaisons sémantiques et l'évolution des déclinaisons sémantiques avec la dictée vocale. Quelques petits trucs techniques que vous pouvez mettre en place pour vos déclinaisons sémantiques. Pensez toujours à faire apparaître votre fil d'Ariane sur votre page, c'est-à-dire le chemin qu'il a fallu parcourir au sein de votre site pour atteindre une page. Si par exemple je prends un des petits points bleus les plus petits sur mon arborescence, normalement je devrais avoir un fil d'Ariane qui commence par accueil, service, service numéro 1 et sous-service numéro 1 par exemple.
Eh bien, ce fil d'Ariane-là, il doit bien être présent sur la page. Il va permettre d'indiquer à Google la construction logique de votre page et votre construction logique sémantique. Et c'est quelque chose qui va être valorisant dans les critères de référencement naturel. Et puis toujours, je vous le rappelle, pensez à mettre en place votre sitemap. Il y a de plus en plus aujourd'hui d'outils qui vous permettent de générer automatiquement un sitemap pour votre site. Qu'est-ce que c'est qu'un sitemap? Pour rappel, eh bien, c'est un fichier technique qui va être présent sur votre site internet, ou en tout cas sur votre hébergement de site internet, que Google va pouvoir consulter et dans lequel il va pouvoir comprendre comment votre site est construit et quelle est l'arborescence de votre site. Donc ça, c'est les bons trucs et astuces pour bien se positionner d'un point de vue technique, d'un point de vue contenu. Un point de vue technique, c'est celui qu'on va voir juste après. Pensez également à optimiser votre code pour améliorer votre visibilité. On l'oublie parfois à force de parler de référencement naturel, de référencement payant, de contenu, mais un site internet, c'est avant tout du code informatique que l'on va héberger sur un serveur. Et ce code informatique, il faut qu'il soit bien conçu. Ce serveur, il faut qu'il soit performant. La connexion, il faut qu'elle soit performante. Donc pensez dans un premier temps, eh bien, tout simplement à la vitesse de chargement de votre page. Vérifiez que la vitesse de chargement est correcte. Il y a des outils gratuits en ligne pour ça, comme Google Speed Insight, qui va vous permettre de vérifier que votre page se charge correctement et à une vitesse convenable. Et puis, pensez à avoir un site sécurisé. Pensez à activer ce fameux HTTPS, ce fameux cadenas dans la barre de recherche, qui va garantir à vos utilisateurs eh bien, que votre site est protégé, c'est-à-dire que la communication qu'il y a entre vous et eux est unique et confidentielle. Personne ne peut interagir, récupérer des données au milieu de la connexion pour voler des données. Et puis surtout, d'un point de vue technique, parfois on ne le sait pas, mais le protocole HTTPS qui permet de sécuriser les sites améliore la vitesse de chargement du site. Tout simplement parce que comme les données sont sécurisées et comme les ressources sont sécurisées, elles sont chargées plus rapidement par les navigateurs. Alors bien sûr, on parle de microsecondes juste ici, mais c'est toujours ça qui est important pour bien préparer une bonne technicité de notre site, bien penser à la vitesse de chargement et à la sécurisation de nos sites. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, plus votre site charge vite, plus vite vous pouvez répondre aux questions qu'on vous pose, plus vite dans notre contexte de recherche vocale, vous êtes pertinent. Justement, la recherche vocale, on va s'y intéresser. On va parler un peu de l'histoire de cette recherche vocale, les usages qu'il y a aujourd'hui et pourquoi c'est pertinent de s'y intéresser quand on parle de référencement naturel, pourquoi c'est intéressant de s'y intéresser maintenant et pourquoi c'est intéressant de dès maintenant réfléchir à optimiser son site pour cette recherche vocale pour les mois et les années à venir. La recherche vocale, si on fait un petit historique, c'est une histoire qui commence en 1961. Alors, pour rappel, hein, le World Wide Web, le 3W, Tim Berners-Lee, c'est uniquement 1989 au CERN. Donc on est bien avant l'invention du web lorsqu'on parle de dictée vocale et de reconnaissance vocale. Et en 1961, IBM a sorti un ordinateur qui s'appelle le Shoebox, qui est un ordinateur qui pouvait faire uniquement des calculs mathématiques et qui était le premier ordinateur également à intégrer la reconnaissance vocale pour pouvoir lui dicter des chiffres et lui dicter des opérations et qu'il puisse résoudre ces opérations. Entre 1961 et 1986, il y a eu des avancées technologiques importante pour l'époque, mais qui reste moins importante pour notre historique à nous global de la recherche vocale. Vous pourrez vous intéresser à des systèmes comme Harpy ou comme Texas Informatique qui a sorti Speak and Spelt, qui sont des outils de reconnaissance vocaux qui étaient sortis dans les années 70 et qui sont les premiers usages semi-professionnels de la reconnaissance vocale. 1986, quelque chose qui a un rapport direct, même si ce n'est pas technologique, avec la reconnaissance vocale, eh bien c'est le début des expérimentations des réseaux neuronaux, la fameuse intelligence artificielle comme certains l'appellent, ou tout simplement la capacité de mieux comprendre des éléments en les analysant d'une nouvelle manière, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un fonctionnement linéaire, on va avoir un fonctionnement en arbre dans la technologie qui nous permet d'analyser beaucoup plus de données, mais surtout d'apprendre des données que l'on reçoit, et donc de
pouvoir retranscrire des comportements presque humains. Et donc l'avantage de ces premiers réseaux neuronaux, eh bien, c'est que ça nous permet de calquer la compréhension du langage humain par l'humain à un ordinateur pour pouvoir essayer de lui faire comprendre beaucoup mieux ce que l'on peut dire et pouvoir un peu prendre connaissance de la parole et compréhension de la parole. La prochaine date qui nous intéresse, 1990, Dragon Dictate, c'est le premier logiciel à destination du grand public de dictée vocale abouti. Euh, pour la petite histoire, à l'époque, il coûtait presque 6 000 $ ce premier logiciel de dictée vocale. Donc c'est vraiment le tout début de la dictée vocale à destination du grand public. 5 ans plus tard, Microsoft intègre à son système d'exploitation Windows 95 Microsoft Speech, qui est le premier outil de reconnaissance vocale préintégré à un système d'exploitation. Entre 1995 et 2017, il y a plein de petites intégrations qui existent dans les différentes versions de Windows, par exemple sur Windows 95, 98, et même Millennium pour ceux qui se souviennent de ce Windows. Mais la première grosse avancée majeure dans la reconnaissance vocale en dehors de l'ordinateur n'a lieu qu'en 2007, et c'est Microsoft encore une fois qui va la lancer, avec le Mobile Voice Search de chez Bing, où en fait ça va être le premier outil de dictée vocale dans lequel vous allez pouvoir dicter une phrase et qu'il va effectuer une recherche sur son moteur de recherche Bing pour essayer de vous apporter la réponse. Et à partir de 2007, donc vous voyez qu'on a commencé en 1961, il y a du coup 60 ans. Là, on parle de 2007, il y a 13 ans. Et ensuite, ça s'accélère. On va passer en 2011-2012, 4 ans après, avec l'arrivée de Siri et de Google Now à un an d'écart pour Google et pour Apple. Moins de 5 ans plus tard, Google Home et Alexa font leur apparition en tant qu'assistants domestiques personnels au foyer et écouteurs connectés. Et enfin, pour terminer, en 2018, l'une des plus grosses avancées majeures qu'on peut voir dans la reconnaissance vocale et dans l'assistant personnel, c'est l'arrivée de Google Duplex. Alors en 2018, Google a fait une présentation qui s'appelle la Google I.O., Input Output, qui est leur keynote à eux qui est annuelle. Et dans cette keynote, ils ont parlé de Google Duplex. Google Duplex, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la capacité pour un assistant de comprendre les requêtes qui sont effectuées par l'humain de l'autre côté du micro, mais surtout d'y répondre comme un humain, et donc de pouvoir en temps réel faire ce qu'un humain pourrait faire, c'est-à-dire prendre des rendez-vous par exemple. Alors, je vais essayer de vous diffuser la vidéo, elle dure 5 minutes. J'espère que le son va être satisfaisant. En tout cas, si le son n'est pas satisfaisant, j'ai choisi une vidéo avec des sous-titres en français pour que vous puissiez bien voir les sous-titres et bien comprendre ce qui se passe. Et puis on en reparlera juste après. Je vous laisse justement avec cette vidéo de 5 petites minutes et bien, de la keynote d'Apple concernant, pardon, la keynote de Google qui concerne Duplex et donc la capacité aujourd'hui d'avoir un assistant personnel qui fait des actions pour vous et qui répond à votre place. A tout de suite. The progress with the assistant. As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure,
What time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Et voilà comment Google en 2018 a annoncé la puissance qu'il avait aujourd'hui dans l'intelligence artificielle et dans le fait de pouvoir apporter des réponses en temps réel et de simuler complètement la voix d'un humain et l'interaction d'un humain directement au sein de son Google Duplex. Donc c'est des choses qui sont en train de se mettre en place aux États-Unis et qui vont arriver bien sûr en France, hein. Et donc tout ça, ça nous montre l'importance de la recherche vocale, mais surtout de l'intelligence artificielle autour de la recherche vocale et de la compréhension vocale, et la place que cela va prendre dans les années à venir au sein de notre, tout simplement de notre quotidien de référencement naturel et de site internet. Alors, quelques petites statistiques sur les usages de la reconnaissance vocale aujourd'hui et sur comment ça fonctionne, sur qui l'utilise et à quelle fin. Aujourd'hui, plus de 50% des personnes qui utilisent, selon les sondages qui ont été faits, et vous retrouverez les sources en annexe de notre mail de remerciement de participation au webinaire, plus de 50% des personnes qui utilisent aujourd'hui la dictée vocale admettent utiliser la dictée vocale et la recherche vocale parce qu'ils ont les mains occupées. Donc c'est un petit élément intéressant et à la fois marrant, c'est qu'aujourd'hui la dictée vocale est plus une commodité qu'un réel usage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on l'utilise surtout parce qu'on n'a pas d'autre moyen de le faire et que c'est pratique de le faire, plutôt que parce qu'on a l'habitude de le faire et que c'est plus performant. Donc ça c'est quand même une donnée importante à prendre en compte. La première chose qui est recherchée aujourd'hui sur la dictée vocale, et c'est là que c'est intéressant pour nous si on souhaite faire du commerce par exemple en ligne ou faire valoriser son site, eh bien c'est qu'on est à la recherche de promos, de bons plans, d'exclusivité. La première source de recherche d'informations, ce sont les informations qui sont liées à des bons plans, à des exclusivités, à des choses que les personnes souhaitent trouver instantanément. Tiens, Google, est-ce qu'il y a des promos sur les chaussures sur le site marchand que j'ai l'habitude d'aller voir, par exemple? L'élément suivant qu'ils vont chercher le plus, ce sont les événements et les activités. Tout simplement parce que aujourd'hui, la dictée vocale, le lieu dans lequel elle est le plus utilisée, c'est la voiture. Effectivement, votre téléphone, de par les restrictions, les lois, etc., est posé sur votre tableau de bord. Vous ne pouvez pas l'utiliser, vous ne pouvez pas le prendre à la main. La dictée vocale devient donc la seule solution pour pouvoir utiliser votre téléphone de manière complète sans avoir à lever les mains du volant. Et bien, lorsque les gens sont en voiture, ils vont chercher où aller, ils vont chercher quoi faire en sortant du boulot s'il y a des événements particuliers, ou le matin en y allant pour réfléchir à leur journée ou organiser leur week-end. Et bien, tout simplement, ils vont poser des questions sur les événements et les activités en cours. Et enfin, bien sûr, un deuxième élément qui est important pour nous, eh bien ils vont rechercher des informations commerciales. Savoir si tel ou tel magasin est ouvert, de quelle heure à quelle heure, est-ce qu'il est ouvert le dimanche, est-ce qu'il est ouvert le lundi, est-ce qu'il est ouvert en soirée, est-ce qu'ils font de la livraison, est-ce qu'ils font la livraison à domicile pendant le confinement par exemple. Et toutes ces questions-là, ce sont des éléments très importants puisque les personnes recherchent et des informations commerciales et des promotions et des bons plans et des exclusivités, ça veut dire qu'il y a un potentiel de vente et de mise en avant. Quelque chose qu'on remarque avec la dictée vocale et les assistants personnels, c'est que les gens sont aussi à la recherche de personnalisation. C'est-à-dire qu'ils vont poser des questions par rapport aux données que les périphériques ou que les géants Facebook, Amazon, Google, Apple ont collecté sur eux et pour leur suggérer du contenu personnalisé. Et donc cette notion de personnalisation est aussi très importante. Bien sûr, il y a toute la notion de service client, pouvoir envoyer un message, pouvoir passer un appel, pouvoir lancer un FaceTime. Je pense qu'on a tous déjà fait dans sa voiture, lorsque le téléphone était posé, une demande à notre téléphone avec plus ou moins de succès pour essayer d'appeler quelqu'un, tout simplement.
Eh bien ça, notre téléphone nous le permet et ça reste un des usages les plus utilisés ou les plus communs de la dictée vocale. Un autre élément important dans les statistiques que l'on peut remonter, c'est eh bien, le fait que 40% des personnes qui utilisent aujourd'hui cette dictée vocale, cet usage vocal d'assistant personnel, sont des personnes de la génération Y, les fameux millennials, nés après 1980, allez, disons après 1995. Eh bien, c'est plus de 40% des usagers de la reconnaissance vocale et de la dictée vocale aujourd'hui. Cela veut dire que vos futurs clients, ou même vos clients actuels pour certains, selon le domaine d'activité et le secteur d'activité dans lequel vous êtes, utilisent cette dictée vocale et cette recherche vocale. Et donc, ça veut dire que vous devez être bien positionné dans les recherches pour être facilement trouvé lorsqu'ils vont poser des questions à leur téléphone, à leur Google Home ou à Alexa. Dernière statistique, intéressante, très intéressante, c'est la capacité de rétention des assistants personnels domotiques, comme Google Home, comme Alexa. Plus de 65% des sondés estiment qu'aujourd'hui, après avoir utilisé ces services-là, ne pourraient plus s'en passer. Ça veut dire que c'est un service et qui est une technologie qui a une forte rétention. Ça veut dire que les gens prennent l'habitude de l'utiliser et donc ça veut dire qu'une fois que vous avez commencé à avoir un assistant personnel, vous avez plus de 60% de chances de vouloir le garder et de continuer à l'utiliser. C'est donc signe que c'est une technologie qui va prendre une part de plus en plus importante dans nos foyers, tout simplement parce qu'il y en aura un qui sera mis peut-être par une génération plus jeune dans le salon et que tout le monde va commencer à l'utiliser et que cet appareil, cette technologie étant très intuitive, très facile d'utilisation, elle a une très forte rétention. On peut donc se demander, pour revenir à notre sujet qu'est le référencement naturel, quels impacts sur les évolutions sémantiques cette recherche et cette dictée vocale elle a. Eh bien, on parle beaucoup plus que l'on écrit, ce n'est pas un secret. C'est beaucoup plus simple d'avoir une discussion au téléphone que d'avoir une discussion par SMS. Parfois, vous vous êtes déjà sans doute dit, cette discussion que je viens d'avoir par SMS qui a duré 1 heure et qui a été un échange de 40 messages, elle aurait duré 2 minutes au téléphone. Eh bien, comme on parle beaucoup plus que l'on écrit, les sémantiques et les recherches évoluent aussi. Pour reprendre notre exemple de la boulangerie, on aurait pu avoir des sémantiques du style boulangerie Angers, boulangerie Angers le dimanche, ou boulangerie Angers dimanche sans gluten. C'est-à-dire que je vais taper les mots-clés qui m'intéressent par rapport à une localité, par rapport à une temporalité, par rapport à un besoin. Mais aujourd'hui, avec ces assistants personnels, les sémantiques, ce n'est plus 2 mots, 3 mots ou 4 mots. Ce sont des phrases beaucoup plus construites. Quelle est la boulangerie la plus proche? Ou alors, quelles sont les boulangeries ouvertes le dimanche sur Angers? Ou encore, trouve-moi une boulangerie pour manger sans gluten au petit déjeuner dimanche prochain. Et on se rend compte qu'on passe de 2, 3, 4 mots-clés à 5, 6, 7, 8 mots-clés. Et on ajoute des mots-clés que l'on n'utilise jamais aujourd'hui dans la sémantique. Quel, est, que, quoi, qui, comment, pourquoi, la plus proche, sur telle ville, au petit déjeuner, manger, des verbes d'action. Toutes ces nouvelles sémantiques, il va falloir les intégrer. Et dans ces sémantiques, qui sont plutôt des sémantiques qui sont écrites, qui sont construites, qui sont même des sémantiques que l'on pourrait dire qui sont manuscrites. On pourrait écrire ce genre de requête dans notre moteur de recherche. Il ne faut pas oublier que, eh bien, il y a des différences de langage selon les générations. Et on pourrait très bien imaginer une sémantique du type y a-t-il une boulangerie pas loin? Tout simplement. Et donc toutes ces nouvelles sémantiques, tous ces nouveaux champs sémantiques, il va falloir les intégrer et il va falloir réussir à les mettre sur nos fameuses smart pages qu'on a vues tout à l'heure, sur nos fameuses pages spécialisées sémantiques, sous-sémantiques dans nos déclinaisons, pour pouvoir répondre à ce genre de phrases, pour pouvoir répondre à ce genre de problématiques. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on sera bien classé dans les moteurs de recherche sur les sémantiques spécialisées en recherche vocale, et c'est donc là qu'on pourra être présent et visible sur cette particularité, sur cette déclinaison technologique, sur cette avancée sans doute du référencement naturel via la recherche vocale. Alors, troisième point, comment optimiser son référencement naturel? Quelle technique et quelle bonne pratique pour être
visible, présent, et être correctement bien référencé pour être disponible lors d'une recherche vocale, tout simplement. Je vous en ai listé 5 pour commencer, sur les optimisations que l'on peut recommander. La première chose, une présence globale. Il faut être présent et visible, à la fois avec votre site internet, mais aussi pourquoi pas avec un Google My Business. Comme vous l'avez vu, ce sont les premiers éléments qui ressortent lorsqu'on fait une recherche locale, en particulier sur les commerces, donc soyez présent. Conseil numéro 2, pensez à la rapidité de votre site. Premier arrivé, premier servi. Plus vous optimisez vos ressources, plus vous vérifiez la rapidité de votre site, plus vous êtes sûr que vous allez pouvoir répondre rapidement au moteur de recherche lorsqu'il pose des requêtes, et donc être visible le premier par ces requêtes vocales. Troisième point, sécurisez votre site. La sécurité de votre site, c'est quelque chose qui est important. Ça assure la confiance entre le navigateur, entre l'utilisateur et vous-même. Et ça valide la fiabilité de vos données. Un certificat SSL aujourd'hui, ça coûte 0, 10, 15, 20, 30 euros. Et pourtant, ça vous fait gagner une fiabilité et donc plus tard du référencement naturel de manière non négligeable. Quatrième chose, recherchez les bonnes sémantiques. On vient de le voir, la recherche vocale amène des déclinaisons sémantiques impressionnantes, larges, infinies, j'irais même jusqu'à dire. Il faut que vous trouviez les bonnes déclinaisons sémantiques qui vont répondre à votre besoin, à votre métier, à qui vous êtes, à votre entreprise. Cinquième point, fournissez beaucoup de contenu. Aujourd'hui, on remarque que les pages qui sont les plus utilisées par les moteurs de recherche lorsqu'on fait des recherches vocales, ce sont des pages qui font plus de 2000 mots. Pensez à agrémenter, à travailler, à broder, à compléter votre contenu pour qu'il soit bien axé sur les sémantiques du point 4, mais de manière dense, comme on vient de l'indiquer au point numéro 5. Et avec ces 5 points, normalement, vous aurez les clés pour commencer à optimiser votre référencement naturel pour être visible à la fois sur le moteur de recherche de manière classique, bien sûr, mais surtout via les recherches vocales qui sont une vraie évolution aujourd'hui dans notre façon de consommer de l'information. Et pourquoi pas aller plus loin? Et pourquoi pas aller vers de nouveaux horizons? Et pourquoi pas essayer de nouvelles technologies ou de nouvelles façons d'utiliser le référencement naturel? Et parmi toutes ces manières d'utiliser le référencement naturel, parmi tous ces petits trucs et astuces qu'on pourrait ne pas oublier, j'en ai un dernier à vous conseiller, si vous souhaitez aller encore plus loin justement, ce sont les rich snippets. Les rich snippets, ou données structurées, ou données enrichies, ce sont des données que vous allez mettre sur votre site internet. C'est du code, encore une fois, qui va vous permettre d'indiquer à Google plus de détails concernant le contenu de la page. Ce sont ces rich snippets qui vous permettent d'afficher des avis clients, qui vous permettent d'afficher des localisations, qui vous permettent d'afficher des liens vers des sites externes, qui vous permettent d'afficher des catégories de prix, pourquoi pas d'afficher des images. Ce sont ces rich snippets qui, certes, n'influencent pas votre positionnement SEO. Je vous le répète, les rich snippets n'influencent pas votre positionnement SEO. Par contre, ils enrichissent votre affichage dans les SERP et dans votre positionnement, et donc ils vous distinguent des autres. Et c'est donc là très important de les mettre en place avec sur chaque page le rich snippet qui correspond au contenu de la page spécifique. Et exactement comme sur votre arborescence spécifique que vous allez travailler, vous allez avoir un mot-clé, une sémantique par page. Vous allez avoir un rich snippet différent par page pour enrichir votre résultat, pour structurer votre résultat grâce à ces rich snippets. Et donc voilà le point supplémentaire que l'on pourrait ajouter, le petit plus aux 5 points précédents que nous avons pu voir ensemble sur comment vous pouvez commencer à optimiser votre référencement pour être disponible via les recherches vocales, et bien c'est de fournir des informations que lorsque le moteur de recherche va tout simplement inspecter sa base de données, des informations qui sont différenciantes des autres et qui vont peut-être permettre bien, tout simplement d'être plus visibles lorsque l'on va faire une recherche vocale. Voilà
pour les 5 points importants à retenir pour bien référencer votre site internet et être bien paré pour la recherche vocale, ou en tout cas démarrer votre stratégie de référencement pour la recherche vocale. Voilà le petit plus que je peux vous apporter et qui peut vous ouvrir des pistes aussi. Ce sont les rich snippets et c'est un domaine dans lequel on peut faire énormément de choses et c'est vraiment très très complet. Comme à chaque fois, je vous remercie d'avoir suivi cette formation, d'avoir passé ces, euh, ces presque 50 minutes avec nous à discuter référencement naturel, positionnement, à parler recherche vocale et l'impact de cette recherche vocale pour notre sémantique. Et donc c'est vraiment un plaisir en tout cas d'échanger avec vous sur ce sujet. Bien sûr le chat est ouvert, bien sûr les questions sont ouvertes et je vais y répondre avec plaisir tout de suite. En tout cas merci encore d'avoir été présent et à tout de suite pour les questions-réponses. Je suis à votre écoute, les experts sont à votre écoute et nous sommes là pour pouvoir répondre à vos interrogations. J'en reçois une d'ailleurs à l'instant de Jacques qui demande: est-ce utile pour le SEO vocal de mettre un lien vers un podcast sur son site? Eh bien oui Jacques, c'est utile pour le SEO vocal de faire des liens. Pourquoi? Parce que l'on remarque que les sites qui sont les mieux classés dans les recherches vocales par les moteurs de recherche sont des sites qui détaillent extrêmement bien leur information. Tellement bien que leur information que parfois ils ont même des FAQ, des foires aux questions directement présentes sur leur site et sur leur page. Et ces foires aux questions, elle comporte énormément de contenu, parce que chaque question entraîne une réponse et chaque réponse contient énormément de mots-clés. Et bien, à la même image qu'une FAQ avec des questions et des réponses, le fait de mettre un lien vers votre podcast, mais surtout de commenter ce lien et d'ajouter du contenu textuel autour du lien, de dire à quoi il correspond, à quoi il sert, qu'est-ce que je peux trouver dans ce podcast, et de faire un lien, eh bien c'est une double valorisation de ma page. J'ajoute du contenu textuel pour expliquer ce qu'est le podcast, et j'ajoute un lien externe pour montrer que je suis connecté au web de manière générale, et donc c'est une plus-value en référencement, et donc une plus-value en référencement vocal également. J'espère Jacques que j'ai répondu à votre question. Merci à vous, à tous ceux qui sont en train de nous quitter sur le chat et qui nous remercient. Merci à vous de votre présence avant tout. Et puis bien sûr, je continue d'être là encore quelques minutes pour pouvoir répondre aux différentes questions que vous pourriez avoir. Et pour ceux qui n'auraient pas de questions, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau webinaire, encore une fois, hein, puisque comme je vous l'ai dit, nous continuons les webinaires jusqu'à la fin du confinement tous les mardis à 14h30. Le prochain webinaire sera sur les pages d'atterrissage, justement comment optimiser le contenu de sa page d'atterrissage, comment on optimise sa page pour mieux transformer, pour mieux recevoir les informations, mieux recevoir les statistiques et mieux recevoir les leads. Eh bien, merci encore d'avoir été présent. Je vais couper le flux. Comme vous le savez, lorsque le flux est coupé, il reste 2-3 minutes de chat pour pouvoir poser des questions. Merci à vous tous. Ah, j'ai une question juste avant. Cyril qui me demande si le SEA peut influencer la recherche vocale avec les fameuses positions 0. Hein. Lorsque vous faites du SEA et donc du référencement payant, tout simplement vous arrivez en top position directement parce que vous payez la régie pour être positionné. Alors aujourd'hui, non, le SEA n'influence pas la recherche vocale, tout simplement parce que le SEA est un contenu qui est un payant et pas un contenu qui est naturel. Donc on considère que le contenu payant est moins riche que le contenu naturel. Donc à ce jour, il n'y a pas encore d'impact du SEA. Par contre, rien ne nous dit que dans les années à venir, on ne va pas créer un SEA vocal pour être mieux positionné sur les recherches vocales. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Merci Cyril en tout cas pour la question. Et bien voilà, je vois que vous êtes tous en train de vous déconnecter. Merci encore à vous de votre présence. A très bientôt pour le prochain webinaire. N'oubliez pas mardi prochain, 14h30, pour les pages d'atterrissage. A très bientôt.